Surmonter un décès, voici le comble de l'épreuve, celle qu'on ne voudrait surtout pas avoir à affronter. Mais quand survient la mort, comment vivre cet événement en famille? Comment le surmonter? Comment accompagner nos enfants, nos proches dans ce douloureux événement? Eh bien, nous en discutons aujourd'hui avec Leïla Egoui et on se retrouve tout de suite après le jingle. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes nouveau, je pense que des présentations s'imposent. Je suis Claudine Alexandrine, enseignante en école primaire depuis plus de 10 ans et en ce moment apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. Alors sur cette chaîne, je vous propose des ressources sur la vie de famille pour vous aider à construire un foyer heureux, serein et épanoui envers et contre tout. Alors si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous d'ores et déjà à la chaîne. Pensez surtout à appuyer sur la cloche des notifications pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Votre prochaine mission du jour, eh bien, ce sera de partager en masse cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, vos proches, tous vos contacts, tous ceux qui pourraient avoir besoin des informations que nous communiquerons ici. Sans plus tarder, je vous présente mon invitée du jour. Elle s'appelle Leïla Egoui. Leïla est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Bonjour Leïla. Bonjour Claudine et bonjour aux internautes. Merci de ton invitation. J'en profite pour te remercier tout de suite. C'est avec plaisir. J'espère que tu vas bien en tout cas. Alors, est-ce que tu peux Oui, ça va, merci. préciser un petit peu ton activité pour dire aux internautes justement dans quel cadre est-ce que tu interviens? Ok. Alors, comme tu l'as dit, je suis psychologue clinicienne. J'ai une spécialité dans le développement de l'enfance et de l'adolescence. Et Mhm. en ce moment, en fait, je travaille en PMI, en protection maternelle infantile, ce qui fait que je travaille avec les parents d'enfants de 0 à 6 ans et les enfants également de 0 à 6 ans. Donc, je peux être appelée à voir les parents uniquement pour justement du soutien en parentalité, ce qu'on appelle de la guidance parentale. Et Mhm. aussi, parfois, je peux travailler avec des parents qui, justement, ça va peut-être, enfin, ça se rapproche de ce qu'on va aborder aujourd'hui, qui passent par le deuil, qui n'ont pas eu le temps de connaître leur enfant, qui ont perdu leur bébé ou bien qui ont perdu leur bébé plutôt précocement. Donc, parents, futurs parents, mais aussi parents ayant perdu un enfant ou des enfants. Donc, ce qui te permettra justement d'être précis dans la réflexion d'aujourd'hui et puis peut-être d'aborder quelques pistes de solutions pour ces parents qui traversent des moments difficiles. En tout cas, c'est moi. Mhm. Tu m'as remercié de t'avoir invité, mais moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, du coup. Et eh bien, Avec nous allons plaisir. entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, faire son deuil, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, faire son deuil, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette expression-là, mais ça sous-entend plusieurs choses. Déjà, je pense que c'est intéressant de s'arrêter sur la notion de deuil. En latin, ça veut dire dolore. Enfin, pas ça veut dire, on dit dolore en latin, ce qui veut dire souffrance, douleur. Donc, c'est assez parlant. Et du coup, faire son deuil, c'est faire un travail d'élaboration, de réflexion à partir de cette douleur-là. Donc, c'est quand même particulier. Donc, enfin, faire son deuil, déjà, c'est un processus. Et durant ce processus-là, on aura à se confronter à la douleur qui émerge suite à la perte de notre cher et comment dire ça, exprimer certaines émotions, surtout des émotions désagréables. Et progressivement, vu que c'est un processus, on va se rendre compte que cette douleur-là, normalement, elle va s'atténuer. On sera moins dans la douleur, moins dans la souffrance quand on va penser à cette personne-là qui n'est plus là, où on aura des souvenirs, où on sera confronté à des objets, des lieux qui nous font penser à eux. Donc, progressivement, ça va s'atténuer. Et finalement, faire son deuil, c'est une transformation du lien qu'on avait avec cette personne-là. Le lien, il n'est pas rompu, parce que ce lien-là, il se fonde en quelque part, mais il ne se coupe pas parce que la personne n'est pas là. Et c'est tout le fond enfin, comment dire ça, la difficulté du processus de deuil, parce qu'on garde un lien, mais il n'est plus le même, parce que la personne n'est plus là. Donc, on n'aura plus cette personne-là en vis-à-vis, mais le lien va se faire de façon interne. On va intérioriser un certain nombre de choses qu'on avait déjà intériorisées, à vrai dire, mais on va pouvoir
les conscientiser progressivement. Et c'est comme ça que certaines personnes vont vous dire que, en fait, cette personne-là n'est pas vraiment morte, elle vit à l'intérieur de moi. Donc, Mm. progressivement, c'est ce qui va se passer, en gros, dans le processus de deuil. Et c'est important de préciser que le deuil, c'est quelque chose de normal. Parfois, on a tendance à d'emblée penser que c'est pathologique. Il peut arriver qu'il y ait des difficultés, mais d'emblée, c'est une douleur qui est normale. Et avec le temps, certaines actions, en principe, ça se tasse, ça Mm. s'amoindrit et on est plus en mesure de vivre, euh, j'ai envie de dire normalement, mais c'est surtout un nouveau, enfin, une nouvelle capacité de vie, puisqu'on ne sera jamais comme avant une fois qu'on a perdu quelqu'un. Alors justement, tu parles de processus. Donc quand tu me dis processus, j'entends qu'il peut y avoir des étapes, des stades. Alors quelles sont Mhm. ces étapes? Alors, effectivement, processus, ça veut dire qu'il y a des étapes, que ça bouge, qu'on n'est pas, comment dire ça, dans quelque chose de figé. Mhm. Maintenant, processus, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de linéaire, qu'on va passer d'une étape à une autre, et puis enfin, on va se dire, bon, c'est bon, j'ai fait mon deuil. C'est plus complexe que ça. Donc, je vais présenter les différentes étapes et garder quand même en tête, comme je le disais, que ce n'est pas un escalier. On ne suit pas ces différentes phases-là, et puis à un moment donné, on a fait son deuil. Donc, première étape en général, première phase que je vais présenter, c'est la phase de choc. Donc, c'est quand on reçoit la nouvelle, qu'on prend connaissance du décès de la personne, ben, on est comme abasourdi, on est On n'y croit sidéré, pas. voilà, on n'y croit pas, on n'y croit Mm. pas, on est dans le déni. Et tout ça, ce sont des mécanismes de défense, de protection que le cerveau va mettre en place pour nous protéger. Parce que l'information, elle est trop difficile à intégrer. Donc, Mm. je ne vais pas parler d'acceptation. Vous le verrez que je ne vais pas parler d'acceptation, ce sera plus de l'intégration d'une information. Parce que l'acceptation, c'est plutôt, bon, ben, c'est Il y a une fait, part de je l'accepte. volonté. Ouais, il y a une part de volonté. Voilà, Pour le voilà. deuil, on n'a pas trop le choix. Ouais. Exactement. Donc, on parlera plutôt d'intégration de l'information. Donc, dans ce premier temps-là, en fait, on n'est pas en mesure d'intégrer ça parce que c'est trop compliqué pour le cerveau. Donc, on aura ce type de ressenti, de mécanisme de défense. On peut ressentir de la colère, de l'agressivité aussi. En fait, on peut ressentir ça qui émerge, mais c'est normal. C'est parce que l'information, elle est trop violente, en fait, et le corps réagit de cette façon. Il y aura un deuxième temps, une deuxième phase, en fait, qui est la phase de la dépression réactionnelle. Donc, dans ce temps-là, on va progressivement intégrer la perte. Au début, on était plutôt dans le rejet. Là, on commence à se dire que c'est vraiment ça. Ce qui fait que comme on commence à intégrer, à se rendre compte, ben, les émotions désagréables, tristesse, colère, culpabilité vont commencer à émerger. Et c'est pour ça qu'on parle de dépression réactionnelle. On n'est pas dans la dépression pathologie dont on peut entendre parler, mais c'est vraiment lié à la perte. Donc, il y a tout cet ensemble de symptômes, donc un syndrome dépressif qui va apparaître. Donc, la personne sera dans une forme de lenteur, un manque de motivation, un repli sur soi, peut avoir des idées noires, avoir envie de rejoindre la personne qui est décédée. Toutes ces choses-là sont normales. En tout cas, pendant un temps, c'est normal de ressentir cela. Et ce temps-là est même, on va dire, c'est une phase charnière dans le processus de deuil. Parce que dans ce temps-là, on va se confronter aux souvenirs, à ce que la personne nous a laissé. Et c'est là que la douleur, vraiment, elle va commencer à émerger. Donc, parfois, le corps aura envie de fuir cette douleur-là, mais pourtant, il est important de se confronter à cette douleur-là pour ensuite aller mieux. Mm. Donc, troisième temps, c'est le temps où on va pouvoir réinvestir la vie, on va comment dire ça, se réadapter en fait à la vie parce qu'on ne sera pas pareil, comme je disais tout à l'heure, mais on va réussir à voir la vie avec un nouveau regard, certes avec cette perte-là, mais à continuer sa vie-là. Et là, on sera vraiment dans cette intégration de l'information, de la perte, de se dire que effectivement cette personne-là, elle n'est plus là. Je n'ai pas le contrôle là-dessus, je n'ai pas eu le contrôle là-dessus, c'est un fait, mais
j'avance, je continue à avancer. Donc, Tu c'est pas non réapprends. plus seulement... Mhm. Comment? Non, je veux dire, tu réapprends à vivre avec cet élément-là, en fait, avec Exactement. cette Parce que nouvelle donnée. finalement, Ouais. mhm. Parce que finalement, c'est un processus d'adaptation, en fait. Mm. Le fait de faire son deuil, le processus de deuil, on s'adapte à la vie sans l'autre. On essaie de s'habituer à la vie sans l'autre. Donc, ça prend un certain nombre de temps. Donc, on peut penser parfois qu'on a déjà fait le deuil, et puis d'un coup, hop, on rechute dans cette phase dépressive-là, on est plutôt triste. C'est normal. Donc, ça se chevauche, ça oscille. Donc, parfois, on se dit, bon, c'est bon, je pense que je reprends ma vie, ça va. Et puis d'un coup, On on est se dit, sûr. mais c'est pas Ouais. possible, cette personne-là n'est pas là. Donc, c'est comme si on retourne au choc, à la première phase dont j'ai parlé. Mais tout ça, c'est normal. On pourra dire qu'on a fait son deuil quand progressivement, on sera beaucoup plus dans la reprise d'une nouvelle vie, en fait. D'accord. Alors, justement, est-ce qu'on peut rester bloqué dans une de ces étapes-là? Et on a l'impression de ne pas Mhm. réussir à s'en sortir. Oui, alors c'est vrai qu'on en entend parler d'un point de vue professionnel. Bien sûr, j'entends des personnes qui me disent qu'ils ont cette impression-là, mais même dans la sphère personnelle, je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui ont déjà entendu ça, ont déjà peut-être même eux vécu ça. Donc, ça arrive qu'on reste bloqué dans des phases, mais je dirais surtout dans des états émotionnels, dans des états psychologiques. C'est-à-dire que des fois, certaines émotions vont durer un petit peu plus longtemps, ou bien des mécanismes de défense vont s'installer un petit peu plus longtemps. Donc, il y a on va dire, trois grandes complications du deuil. Parce que quand ça se bloque, on parle de complications du deuil, pardon. Donc, il y a trois grandes complications que je vais vous présenter. La première complication qu'on peut rencontrer, c'est le cas où l'endeuillé va rester coincé dans le temps du choc, oui, du choc, du déni, et va faire comme si ça n'existait pas, qu'il n'a perdu personne. Il va continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Donc, ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est le cerveau qui met en place des stratégies pour continuer à survivre. Sauf que si ça dure trop longtemps, là, ça devient compliqué pour la personne parce que finalement, le deuil ne s'enclenche pas. Donc, Mhm. on parle du deuil différé, en fait, dans ce cas-là, parce que ça commence un petit peu après. Il y a D'accord. aussi le deuil inhibé. Dans ce cas-là, la personne, elle sait qu'elle a perdu quelqu'un. Elle n'a pas, enfin, elle peut en parler. Sauf que cette personne-là, il y a rien qui en ressort. Il n'y a pas d'émotion. C'est comme si c'est un fait, mais sans plus. Donc là, le deuil, il est inhibé. Par contre, ce qu'on va observer, c'est qu'il y aura des manifestations somatiques. Donc, dans le corps, la personne n'aura pas d'émotions qui vont ressortir. Elle ne va pas se sentir triste, en colère, coupable. Mais par contre, elle va avoir des maladies somatiques qui vont apparaître. Donc, des maladies de la peau, par exemple, de l'eczéma, du psoriasis, des maux de dos, des choses comme ça qui font Ça que, va comme s'exprimer. ça ne s'est voilà, ça ne s'est pas exprimé verbalement, bien émotionnellement, donc ça s'imprime dans le corps. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, c'est complètement ce qui se passe dans le corps. Ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été exprimé, s'exprime autrement. Mhm. Donc, il y a ce cas-là. Et puis, il y a un troisième cas de complication du deuil, c'est le deuil chronique. Là, la douleur va s'étendre dans le temps. La personne va constater que plus le temps passe, plus elle a l'impression que la douleur monte en intensité, en fait. Donc là, on va parler de deuil chronique. Ça veut dire que ça ne va pas, parce que comme on disait tout à l'heure, en principe, ça diminue, même s'il peut y avoir des pics, mais avec le temps, ça diminue. Donc là, on parle de deuil chronique. Donc je vous ai dit deuil différé, deuil inhibé et deuil chronique. D'accord. Alors, parfois, pour certaines personnes qui voient justement, qui assistent au deuil d'un proche, ils ont l'impression que justement, cette personne-là, elle est restée bloquée dans une étape. Alors, comment faire la différence? Est-ce qu'il y a une durée approximative pour qu'ils puissent réussir à trouver des repères? Alors,
Personnellement, en tout cas, et dans ma pratique, je choisis de dire qu'il n'y a pas de temps défini pour faire son deuil. Parce que ça apporte une certaine pression aux personnes qui se disent que, bon, j'ai un certain nombre de temps, si ça arrive et je me rends compte que je suis justement bloquée ou bien que, voilà, je ne me sens pas vraiment en train de faire mon deuil, ça peut ajouter encore des éléments qui vont peut-être bloquer ce processus-là qui est déjà si difficile à faire. Par Mhm. contre, quand même, il y a certains repères qu'on peut se donner pour pouvoir soi-même ou bien l'entourage se demander si on est plutôt dans un processus fluide ou si justement ça se grippe, ça bloque un petit peu. En général, on dit 6 mois, 1 an. Moi, je dis 1 an, même 1 an et demi. C'est-à-dire d'observer pendant ce laps de temps-là, ces laps de temps-là, cette période-là, comment les différents temps on les a vécus. Et puis, ce qui est intéressant, par rapport à ces périodes-là, c'est le fait que durant ces temps-là, les différents temps d'anniversaire vont passer. L'anniversaire, par exemple, de l'endeuillé, notre anniversaire en tant qu'endeuillé, les temps de fête, tous ces temps importants-là vont passer et on pourra observer chez les endeuillés les réactions ou non, comment ça s'est passé. Et ça donne un petit peu l'idée de savoir si on est en train d'avancer, si on l'a vécu vraiment, on s'est complètement effondré. On peut se dire que, bon, là, c'est encore un petit peu compliqué pour moi, donc j'ai peut-être certains aspects à travailler. Ou si on se rend compte que finalement les temps sont passés, les fêtes sont passées, les anniversaires sont passés, l'anniversaire de la mort est arrivé, il s'est passé, je l'ai vécu. Bon, c'était compliqué, mais j'ai l'impression que, j'ai plutôt l'impression que ça va de mieux en mieux. Ben, on peut se dire que je pense que j'avance plutôt correctement dans mon deuil. Ce sont plutôt des repères, mais vraiment, on ne va pas se donner un temps défini. Surtout que chaque personne est différente, C'est chaque ça. deuil est différent. Donc, ce serait vraiment pas respectueux de l'individu de se donner un temps pour pouvoir parler de deuil. Mhm. Et c'est souvent ce que l'on entend parfois. Certaines personnes extérieures disent, eh ben, depuis le temps, il en a encore là. Alors C'est ça. qu'effectivement, il faut apprendre à se donner et à donner aux autres l'espace-temps dont ils ont besoin. Mhm, exactement. Et est-ce qu'il arrive que l'on tombe en dépression suite à un deuil? Mhm. Alors, ta question, elle est hyper intéressante. Tout à l'heure, je parlais justement de la dépression réactionnelle. Mhm. Donc, parfois, des personnes, parce qu'elles ont ce syndrome-là, elles pensent qu'elles tombent en dépression alors que c'est pas le cas. Mhm. Mais il y a des personnes qui tombent en dépression. Tout à l'heure, j'ai parlé du deuil chronique, le deuil qui s'allonge dans le temps et la douleur qui augmente. Dans ces cas-là, il peut arriver que la personne tombe en dépression, c'est-à-dire dans un état de dépression majeure. Donc, c'est vraiment la pathologie dépressive étant donné que la douleur a augmenté, à un moment donné, elle s'installe et la maladie, en fait, de la dépression, elle se développe. Mhm. La dépression aussi peut arriver dans le cas du deuil, de ce qu'on appelle le deuil pathologique. Donc, c'est-à-dire que il arrive que lorsque l'on est endeuillé, on développe une certaine pathologie. Donc, ça peut être une pathologie mentale, psychologique, mais ça peut être aussi une maladie somatique. Dans le cas de la dépression, ce sera une maladie mentale. Et c'est parce que l'arrivée de ce deuil-là vient en quelque part tellement perturber l'équilibre de la personne qu'il y a une maladie on va Mhm. dire un petit peu entre guillemets, qui émerge, qui éclate d'un coup. Mais c'est parce que la personne avait déjà des fragilités et malheureusement, ce deuil-là déclenche la pathologie de la dépression, en fait. Donc, ça peut arriver dans certaines situations. D'où l'importance d'être vigilant, d'observer comment ça se passe avec l'évolution du temps, avec les différentes actions aussi qu'on va mettre. Parce que on dit souvent que le deuil, c'est le temps qui passe, c'est avec le temps que ça se fait, mais c'est pas seulement le temps, il y a certaines choses à mettre en place. Et si on voit que le temps passe et qu'on essaie de mettre des choses en place et que malgré ça, il y a des choses qui interpellent,
il faut peut-être vraiment s'arrêter et voir s'il est intéressant d'investiguer un petit peu plus pour peut-être prévenir ce type de maladie-là. Je dis peut-être parce que là encore, on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. Oui, c'est l'humain. Tu dis qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Est-ce que tu veux parler d'une réorganisation de la vie, la façon d'accompagner les personnes qui passent par ce genre de situation? Attends, j'ai pas compris ta question. Je dis, en fait, excuse-moi, là, j'ai juste rebondi sur ce que tu disais. Tu disais qu'il y a le temps, que le temps peut être un facteur de guérison, mais qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi être mises en place à côté. Alors, est-ce que tu veux parler peut-être d'un accompagnement avec un professionnel ou d'autres choses qu'on peut faire au quotidien? Oui, alors effectivement, donc pour faire son deuil, il y a des choses à mettre en place. L'accompagnement par le professionnel, bon, je vais bien sûr recommander de se rapprocher d'un professionnel si c'est nécessaire. Maintenant, ce n'est pas obligatoire. En passant par le deuil, on n'est pas obligé d'aller voir un professionnel, même si c'est recommandé. Donc, c'est pour ça que c'est aussi suggéré de mettre en place des petites actions, parce que c'est un processus, donc ça bouge, donc il y a des actions à mettre en place dans son environnement, dans sa vie de tous les jours, qui aideront dans ce processus-là. Donc, par exemple, de travailler autour de ses émotions, de ses ressentis, de ses pensées, de ce qu'on ressent par rapport à la perte. Donc, là encore, comme je disais, pas obligé d'aller voir un professionnel pour faire ce travail-là. Donc, on peut soit parler à quelqu'un de notre entourage qui est peut-être disposé pour le faire, ou si on veut le faire, parce que des fois, les personnes n'ont pas envie de le faire, mais utiliser un moyen pour s'exprimer. Donc, ça peut être l'écriture, ça peut être à l'oral. Pour ceux qui prient, parce que je le rencontre beaucoup dans ma pratique, la prière aide beaucoup de parler à son Dieu. Ça permet d'exprimer ce qui ne va pas, ce qu'on ne comprend pas, etc. Donc, l'exprimer par un moyen, par l'art aussi. Ceux qui sont plutôt créatifs, parfois, ils utilisent peut-être le dessin, la chanson, les poèmes voilà, pour exprimer ce qu'ils pensent, même ce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur En tout vers cas, il faut qu'ils l'extérieur. affrontent leurs émotions et qu'ils les laissent s'exprimer, qu'ils les laissent sortir, en fait, plutôt que de les fuir, c'est vrai. Exactement. Il faut se confronter à la Passer par douleur cette à un case. moment donné. Ouais. Et c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. Et en même temps, c'est la base pour ensuite avancer, en fait, dans son processus de deuil. Donc, j'ai parlé des émotions, le fait de s'exprimer d'une quelconque façon. Il y a aussi le fait, dans la vie de tous les jours, de faire de son mieux. Je dis bien de faire de son mieux, parce que quand on est dans ces situations-là, c'est pas le plus facile. C'est ça, on fait de De, son mieux. exactement. On C'est de n'essaie pas de garder. bien faire, mais de faire de son mieux à chaque fois. C'est toujours de faire de son mieux et d'accrocher peut-être des moments où on sent qu'on a un petit élan, les utiliser et s'y accrocher. Donc, garder une certaine routine, c'est intéressant parce que si on a cette difficulté à garder la routine, ce qu'on peut, comment dire ça, ensuite voir, c'est que on dégringole. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se réaccrocher à la vie, à reprendre un rythme de vie. Donc, c'est intéressant de garder des petites routines, pas forcément de faire comme si de rien n'était, parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une complication, mais de ne pas tout casser et puis d'attendre justement que le temps fasse son travail. Et puis, l'importance de ne pas s'isoler. Ne pas s'isoler, ça par contre, c'est hyper important entre l'expression des émotions et ne pas s'isoler, enfin, entre les deux sont importants plutôt. Donc, avoir du monde autour. Donc, je m'adresse aux endeuillés, mais je m'adresse surtout là à l'entourage des endeuillés parce que là encore, des fois, quand on est dans cette situation-là, on n'a pas l'envie ni la motivation d'aller vers les autres. D'où l'importance de se rapprocher de ces personnes-là en tant qu'entourage, en tant qu'amis, pour pouvoir leur parler, être présent avec eux. Donc, ces trois gros points-là sont importants. Et excuse-moi, sans te couper, mais ce que tu dis m'interpelle parce que souvent, lorsqu'il y a un deuil, il y a un décès qui survient, l'entourage est très présent au moment des funérailles, par exemple. La veillée, bon, chez nous, c'est vrai qu'on pratique encore, on pratique la veillée, mais
je, il me semble que le moment le plus difficile vient après. Et c'est le moment où Mhm. chacun, justement, l'entourage a tendance à reprendre le cours de ses activités habituelles, mais que la Ça. famille, enfin, les personnes touchées directement, eh ben, passent vraiment par le moment le plus compliqué du deuil. Mhm. Mhm. Et Ouais. c'est vrai que beaucoup de personnes le font remonter que quand il y a eu veillée, cérémonie funéraire, etc., ils étaient entourés et puis après, d'un coup, ils se sont retrouvés tout seuls face à Mhm. leur douleur, sans soutien. Et ce n'est pas forcément volontaire chez les autres, mais je pense que c'est une éducation à avoir, c'est des habitudes à se créer aussi pour chacun d'entre nous de se dire que quand l'autre est touché par le deuil, il est intéressant de continuer à le soutenir. C'est Mhm. important justement pendant les rites funéraires parce que ça aussi, comment dire ça, son importance n'est pas négligée, les rites funéraires et tout ce que ça apporte, comme justement un soutien à la famille de Mhm. l'endeuillé. Et puis, c'est un lieu aussi où on peut exprimer sa souffrance, sa douleur. C'est socialement accepté, je veux dire ça comme ça. Ouais. Mais pas seulement, mais pas seulement. Dans la suite et tout au long du processus, la personne aura besoin d'un entourage soutenant et bienveillant. D'accord. Et est-ce que tu penses, Leïla, que les enfants vivent le deuil de la même façon que les adultes? Alors, les enfants, on peut pas, on pourra pas dire qu'ils vivent de la même façon le deuil par rapport aux adultes, mais ils vivent le deuil quand même. Donc, ta question, elle est intéressante parce que parfois, on peut se dire, bon, ils sont petits, ils sont jeunes, ils ont de la ressource, ils vont rebondir, alors que non, ils le vivent quand même d'une certaine façon. Déjà, c'est important de voir, par, comment dire ça, de diviser en deux tranches d'âge. Le avant 6 ans et puis après 6 ans. Donc, ce sont des grands repères individuellement. On peut avoir des changements ou des particularités, mais ce sont vraiment des grands repères. Avant 6 ans, surtout la tranche de 6 ans, parce qu'ils comprennent un petit peu plus, Mhm. ils ont un petit peu le langage, etc. Ils n'auront pas une compréhension intellectuelle de ce qu'est la mort, mais émotionnellement, ils vont quand même se rendre compte il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un changement, surtout qu'ils sont très, très, très sensibles à leur environnement à cet âge-là. Donc, ils vont quand même voir que papa, maman ou je ne sais qui d'autre n'est pas dans son état habituel. Donc, ça va aussi les impacter. Si on leur explique et ils comprennent que c'est pour ceux qui sont un petit peu plus grands, peut-être vers 3 ans, là, ils comprennent un petit peu plus. Là, ils peuvent avoir des réactions émotionnelles, donc être triste, avoir peut-être des mouvements colériques, d'agressivité, parce que, bon, il y a un stress en fait. Il y a un stress autour d'eux. On peut noter aussi chez ces enfants-là, les plus jeunes, des régressions. Un enfant qui faisait plus pipi au lit, eh ben, on peut se rendre compte que ben, il recommence à faire pipi au lit, des choses de ce type. Mais vraiment, ce sera d'ordre émotionnel, voire comportemental. Pour les plus petits bébés, là encore, bien sûr, pas de compréhension intellectuelle de ce qui se passe, mais euh, une compréhension émotionnelle. En quelque part, ils vont sentir qu'il y a un dérèglement, il y a quelque chose. Et du coup, eux aussi, ça peut les dérégler dans leur rythme de sommeil, d'alimentation, des choses comme ça. Donc, ils sont quand même sensibles à ce qui se passe. Au-dessus de 6 ans, là, le cerveau est un petit peu plus mature. Donc, il comprend un peu plus ce qui se passe. Et donc, l'enfant va, euh, comment dire ça, exprimer certaines émotions, va pouvoir peut-être exprimer plus clairement ce qu'il ressent. Mais on va retrouver les émotions que l'on retrouve chez l'adulte, comme la colère, la tristesse, la culpabilité. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté sur l'émotion culpabilité, mais c'est une émotion qu'on retrouve assez systématiquement dans le processus de deuil et c'est normal, en fait, de ressentir à un moment donné cette culpabilité-là et puis la colère également. Pour les plus petits, ce que je voulais préciser, c'est qu'avant 6 ans surtout, c'est qu'ils n'ont pas cette compréhension de l'irréversibilité de la mort. Pour eux, quelqu'un est mort, donc il peut revenir. Ils ne comprennent Mhm. pas que quelqu'un est mort puis c'est définitif. Donc, c'est normal qu'un enfant, un jeune enfant puisse à plusieurs reprises vous redemander pour la personne, même si vous lui avez déjà expliqué que cette personne-là, elle est morte. Voilà. Donc, ils sont en deuil, ils ne comprennent pas de la même façon,
mais ils sont quand même impactés. Et puis, bien sûr, plus ils grandiront, vers 10 ans à peu près, là, l'enfant comprend de mieux en mieux ce qu'est la mort, le fait que le corps ne fonctionne plus, que la personne ne reviendra pas, la compréhension qu'il aura aussi par rapport aux croyances de sa famille, de ses parents, parce que ça aussi, ça donne un certain sens à la mort. Selon nos croyances, on n'a pas tous les mêmes croyances et selon la croyance, on va appréhender la mort d'une certaine façon. Donc, plus l'enfant grandira, plus sa compréhension évoluera, il sera un petit peu plus proche de celle d'un adulte. Et comme je dis souvent, bon, même en tant qu'adulte, on n'y comprend pas grand-chose en tant que, concernant la mort. On fait avec ce qu'on a, mais finalement, ça reste compliqué. Mm. Et ce que j'entends aussi de tout ce que tu dis, c'est que la communication reste essentielle. Et même là, l'accueil des émotions de l'enfant reste primordial. Tout à fait, tout à fait. Il est important d'échanger avec eux, justement par rapport à leur compréhension, peu importe l'âge, d'ouvrir le dialogue. Et justement, quand on annonce à un enfant la mort de quelqu'un, déjà, c'est important de ne pas trop tarder, de prendre le temps pour les informer de la perte, de la mort, et d'employer des mots simples, tu sais, papy est décédé, donc papy est mort, il ne sera plus là, il ne va pas revenir, et ça nous rend triste. Quelque chose de très simple, et voir si l'enfant pose des questions, surtout, voir ce qui émerge dans sa pensée, et ce sera surtout à partir de ces questions, de ces questionnements qu'on pourra l'aider. Mais vraiment ouvrir la parole, ouvrir l'espace de parole pour qu'il puisse aussi s'exprimer. Et comment faire lorsqu'on est face à quelqu'un, un adulte ou un enfant, qui ne s'exprime pas justement, qui a tendance à se replier sur Mhm, lui-même et est complètement fermé à la communication? Est-ce qu'il faut l'obliger à parler? mhm. Alors, non, vaut mieux pas l'obliger à parler. Je vais prendre déjà le cas des enfants. Les enfants, s'ils ne parlent pas, si on connaît l'enfant plus ou moins, on peut essayer de voir s'il y a d'autres moyens qui lui permettent de s'exprimer, parce que s'exprimer, c'est pas seulement par la parole. Il peut y avoir d'autres moyens de s'exprimer. Donc, ça peut être par les jeux, les dessins, les pâtes à modeler, les activités en plein air, les choses comme ça. Le tout, c'est que ce qu'il y a à l'intérieur puisse s'exprimer, même les émotions notamment, mais pas forcément être dans quelque chose où on demande systématiquement à l'enfant, Ouais. est-ce que tu veux Poser dire des quelque questions, chose? ouais. Voilà, non, C'est ça aura intrusif. l'effet, voilà, il y aura l'effet inverse. En ce qui concerne l'adulte, c'est pareil. Et une des choses, on va dire, la plus difficile à faire quand on fait de la relation d'aide, qu'on veut soutenir les autres, c'est d'accepter la volonté de l'autre. Donc, si l'autre, il ne veut pas, il n'est pas en mesure de le faire, le gros du travail, ce sera chez soi, c'est d'accepter qu'il ne veut pas en parler. Maintenant, on peut proposer, un peu comme l'enfant, en fait, proposer d'autres moyens indirects pour que cette personne-là puisse peut-être pas forcément s'exprimer de façon explicite, mais de façon implicite, proposer des sorties, proposer des petites choses, passer à la maison, même si on ne parle pas forcément du défunt, mais faire d'autres choses pour que le corps quand même puisse exprimer quelque chose indirectement, parce que le corps, il a cette possibilité-là de ne pas forcément dire les choses explicitement, mais de les dire d'une autre façon plus symbolique. Et ça a aussi un effet bénéfique, en fait. Bah alors, tu l'as déjà touché un petit peu, mais j'aimerais qu'on aborde un peu plus la notion de l'aide qu'on peut apporter à une personne justement qui traverse cette phase-là. Parfois, on a envie d'aider, mais on ne sait pas quoi dire en fait. On n'a pas les mots, Mhm. voilà, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas que faire. Alors, comment s'y prendre? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait surtout pas dire justement pour éviter d'enfoncer ou de bloquer la personne, de la perdre tout simplement? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait dire? OK. Alors, c'est hyper intéressant là encore. Bon, toutes tes questions sont intéressantes, mais bon, il y a de celles que je trouve encore plus intéressantes parce que ça fait écho à ce que je rencontre au quotidien. Parce que souvent, les personnes disent que bon, mon entourage, il n'est pas aidant, il ne m'aide pas. Et parfois, c'est ce qui pousse à venir voir un professionnel parce que ce lieu-là, il est neutre et il n'y a pas de jugement. Parfois, l'entourage ne fait pas exprès, mais il peut être très maladroit. Donc, pour pouvoir soutenir quelqu'un en deuil, mais je vais même faire de façon générale quelqu'un qui est en difficulté, qui souffre, déjà, on va partir de trois choses. La présence,
le silence et l'écoute. Donc, vous avez bien vu que je n'ai pas dit la présence, on parle et on écoute. Donc, présence pour le soutien, en fait, déjà ce dont on a parlé tout à l'heure, que la personne ne puisse pas se sentir seule, isolée dans sa douleur, dans sa souffrance. Maintenant, présence ne veut pas dire intrusion, être tout le temps là, ne pas donner un petit temps de répit à la personne. Donc, il faut pouvoir jauger et trouver l'équilibre parce que aussi, il faut se rappeler que peut-être que d'autres personnes comme vous-même auront envie d'aider et finalement, parfois, l'endeuillé se retrouve avec beaucoup de visites, beaucoup de personnes. Et là encore, ça a un effet contre-productif. Donc, d'essayer d'équilibrer, de doser. Et c'est là que c'est important de demander aussi l'avis de l'endeuillé, ses envies, pour pouvoir trouver la bonne posture. La présence, ce n'est pas forcément être là physiquement, mais on peut passer par un petit coup de téléphone, un petit message, un petit coucou juste en passant près de la maison. Ça peut montrer à la personne qu'elle n'est pas oubliée. Voilà. Je disais le silence. Le silence pour commencer, en tout cas. Parce que parfois, quand on veut soutenir, on arrive avec notre posture, on va dire, d'expert, de grand sauveur, on vient aider et des fois, on ne s'ajuste pas réellement aux besoins de la personne. Donc, ça peut être très intéressant au début d'être plutôt dans le silence et d'écouter, du coup, d'observer aussi et d'accueillir les émotions de la personne, d'observer comment elle vit en ce moment. Peut-être là, vous aurez des éléments sur ce que vous pouvez lui apporter, en fait. Mais évitez d'emblée de venir et puis de dire, oui, mais il faudra que tu fasses ça, tu sais, ce sera comme ci, ce sera comme ça, d'être plutôt dans l'écoute, surtout dans les premiers temps. C'est-à-dire que certaines personnes, par exemple, ont parfois tendance à projeter ce qu'elles ont eux-mêmes vécu, si elles ont passé par là, en amont, et à projeter ce qu'elles-mêmes ont vécu, ce qui leur a fait du bien ou pas, et puis à l'apporter comme une solution toute faite à la personne qui le vit. Exactement. C'est Ouais. ça, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de choses, de potions magiques où on va prendre et puis ça va passer pour tout le monde, ça va se faire comme ça s'est Malheureusement ou passé pour heureusement, nous. j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est quand même, il y a malheureusement, puis il y a heureusement parce que ça respecte l'individu, ça respecte Ouais. la singularité de chacun et nous sommes tous différents. Donc, c'est bien justement de prendre un temps, surtout au début, de ne pas être là tout de suite à vouloir donner des conseils sur le comment faire, comment ne pas faire, mais plutôt soutenir, accueillir les émotions, les pensées de la personne. Des fois, les personnes peuvent dire des choses qui ne seront pas euh, qui nous paraissent un peu bizarres ou bien pas du tout adéquates. Par exemple, quelqu'un qui va peut-être commencer à dire, ah oui, mais moi, je veux aller rejoindre la personne qui est décédée. Des fois, ça vient bousculer. Donc, on a envie de dire, mais non, il ne faut pas que tu penses des choses comme ça, mais vaut mieux avoir un accueil de ce que la personne, elle va exprimer. Donc, j'avais noté des petites phrases, justement. Donc, si tu me le permets, Bien je vais, sûr. je vais les lire et pour donner des idées de ce qu'on peut dire, de ce qu'il ne vaut mieux pas dire et puis de ce qu'il vaut mieux dire. Donc, tu as parlé du fait que des fois, on a envie de dire, oui, mais je te comprends, c'est vrai, j'ai vécu ça, donc fais ci, fais ça. Vaut mieux plutôt dire, je ne comprends pas vraiment ta douleur, même si on pense qu'on comprend, on ne comprend jamais vraiment la douleur de la personne. Donc, dire, je ne comprends pas vraiment ta douleur car je ne la ressens pas moi-même, mais je suis là pour toi. Ou je vois que vraiment c'est difficile pour toi. La personne, elle se sent écoutée, elle sent que vraiment on a fait un effort de se décentrer de soi et de vraiment mettre notre attention sur elle. Soyez plutôt dans des questions comme qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu ressens que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce qui te manque? Des questions plutôt ouvertes. Et ça ouvre mieux au dialogue, à l'échange, si la personne le veut. On peut donner aussi du temps à la personne pour réfléchir. Je te donne un petit temps, du temps, tu réfléchis et puis je reviendrai vers toi. Tu me diras ce que tu en as pensé et ce dont tu as besoin, par exemple. En fait, dans Oui. toutes les relations, c'est vrai, quand tu as besoin d'aide, il ne faut pas venir déjà avec tout ton bagage, mais ça rejoint vraiment ce que tu dis sur le silence et l'écoute. Il faut vraiment, Mhm. avant, évaluer ce dont la personne a besoin et qui est mieux placé que la personne elle-même
pour dire exactement ce dont elle a besoin. C'est ça. J'ai une amie psychologue qui dit tout le temps que quand elle parle des patients, le patient est expert de sa situation. Et dans la vie de tous les jours, nous sommes experts de notre situation, même s'il y a des professionnels qui vont aider, mais on reste expert parce que c'est nous qui vivons ce que nous vivons. Et nous autres, c'est important de se rappeler que chaque personne est experte de sa vie, de sa situation, même si on a toujours besoin d'une aide, d'un soutien. Tout à l'heure, au début, tu avais parlé, il me semble, des personnes qui vont dire, ouais, mais depuis le temps, tu es triste, tu pleures encore, ça fait des années, c'est bon, il faut se bouger. Bon, ça, c'est sûr, à bannir. Ce genre de phrase-là, à bannir. On n'est pas du tout dans la bienveillance ni de l'empathie. On n'essaie pas de comprendre, on veut juste que la personne puisse rentrer dans un moule, dans un cadre. Au bout d'un certain temps, il faut avoir fait son deuil, il faut reprendre sa vie, alors que non, c'est pas, ça ne s'applique pas à tout le monde, en tout cas. Ou peut-être que la personne qui souhaite accompagner, elle aussi, elle a un travail à faire sur elle-même, c'est-à-dire prendre conscience de ses propres émotions, parce que peut-être que parfois ils le font, bon, c'est toujours certainement, je pense, avec beaucoup de bienveillance, mais ils le font parce qu'ils ont peur que la personne ne redevienne pas ce qu'elle était. En fait, ils mélangent leurs propres émotions et ils les plaquent sur l'autre qui a déjà les siennes à gérer. Donc, effectivement, ça ne fonctionne pas, j'ai envie C'est de dire. ça. Mais le travail d'accompagnement et de relation d'aide, il n'est pas simple du tout parce que le gros du travail, comme tu disais, c'est nous déjà. C'est soit de ne pas se plaquer à l'autre, de ne pas se projeter dans la vie de l'autre, mais de lui donner son espace et d'aller à son rythme. C'est comme un bébé. Quand le bébé il commence à marcher, finalement, c'est lui qui donne le rythme aux parents. Si on tire l'enfant, ben, il va tomber. Alors que si on commence petit à petit avec lui, avec ses tout petits pas, ben justement, on va à son rythme et puis à un moment donné, ben, il est en mesure de marcher tout seul. Donc, c'est pareil. La relation d'aide, c'est aller au rythme de l'autre. Et justement, pour revenir à ce que je te disais, vaut mieux montrer à la personne qu'on a compris ce qu'il... On a compris, on tente en tout cas de comprendre ce qu'il vit. Donc, on peut lui dire, c'est vrai que je constate que tu es encore beaucoup touché par la mort de tel, que ça te touche beaucoup, que ça t'arrive encore de pleurer. Mais tu sais, c'est normal, c'est normal. C'est ton vécu, c'est ton attachement à cette personne-là, et c'est normal, et ça va prendre le temps nécessaire. Si tu veux, je suis disponible. Si tu as besoin d'aide, je suis là. N'hésite pas à me solliciter. Mais il faut vraiment être disponible. Il ne faut pas dire des phrases comme ça, toutes faites, toutes plaquées. Et puis, le jour où la personne sollicite, on est aux abonnés absents. Il faut vraiment se rendre disponible, être là. Une dernière chose, une dernière petite phrase qui est propre à chez nous, aux Antilles, en Martinique, c'est le Chimbérène pas molly. Donc, ça, ça peut parfois aider si la personne est plutôt ouverte, mais c'est même pas ouverte. La personne n'est pas touchée par cette phrase-là. Mais parfois, ça peut faire un effet inverse parce que la personne va se dire, mais c'est vrai, il faut que je sois fort, il faut que je tienne, il ne faut pas que je lâche. Pour pouvoir être quelqu'un de fort, il ne faut pas que je lâche. Alors que sachez que c'est justement vouloir toujours être fort qui nous affaiblit, en fait. Parce que si on sent qu'on a envie de lâcher, parfois il faut lâcher. Des fois, on veut tenir, on veut tenir, on veut tenir, mais finalement, on affaiblit toutes ses défenses, toutes ses ressources. Donc, vaut mieux parfois lâcher pour ensuite se relever. Donc, au lieu du culturel Tchébéret Pamouli, parfois, si on voit que la personne, justement, elle est en phase de mollir, c'est de lui dire, tu sais, si tu as envie de lâcher, tu peux lâcher, mais on est là avec toi, on va t'accompagner. Si tu sens que tu faiblis, c'est pas grave en soi, c'est pas que tu n'es pas fort, mais c'est que c'est compliqué pour toi, mais on sera là pour te soutenir et t'aider à recommencer à te relever. Déjà, c'est moins dramatique pour la personne. Peut-être qu'elle ne va pas lâcher, mais elle va sentir au moins qu'elle a quelqu'un autour d'elle, elle a un entourage. Donc, c'est tout un travail de remaniement de nos paroles, de ce qu'on a l'habitude de dire de façon très automatique, mais plutôt d'apprendre à être dans une réelle empathie, une réelle bienveillance. Et bon, je vous l'accorde, ce n'est pas évident, mais ça se travaille. Très bien, Leïla. Est-ce que tu as un dernier conseil que tu souhaiterais partager avec les internautes? Alors, mon dernier conseil, ce sera un petit peu une redite de ce que j'ai dit un petit peu.
c'est l'apport du professionnel dans le processus de deuil. Euh, Voir un professionnel de la santé psychique n'est pas obligatoire dans un processus de deuil. Maintenant, si vous ressentez le besoin, même si vous avez l'impression que ça va plutôt, mais que vous avez ce besoin-là, je vous encourage à passer la porte du cabinet, du bureau d'un professionnel de la santé mentale ou bien de la relation d'aide qui pourra vous accueillir. Je sais que c'est pas évident, c'est particulier quand même de faire cette démarche-là, mais parfois ça peut prévenir des complications, ça peut prévenir des pathologies du deuil, comme on le disait tout à l'heure, et ça peut en fait fluidifier un processus qui peut-être allait se gripper. Donc, je vous conseille, je vous recommande, si vous en ressentez le besoin pour vous, mais aussi les enfants, puisqu'on en a parlé, de vous rapprocher de professionnels qui pourra vous aider à répondre à certaines questions. Parce que parfois, c'est difficile de répondre à certaines questions pour les parents qui ne savent pas comment aborder ça, parce que ça touche des points un petit peu tabous dans la famille. Venez dans un lieu neutre avec quelqu'un qui a un regard extérieur et qui pourra vous accompagner. Leïla, alors là, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu pourrais suggérer des lieux d'écoute possibles, s'il existe des cellules d'écoute, ou bien, bon, par exemple, certains peuvent avoir les moyens d'aller consulter des professionnels. Parfois, dans ce genre de situation impromptue, eh bien, justement, ça peut être difficile à gérer. Est-ce qu'il y a des lieux qui facilitent ces démarches-là? Alors oui, il y a des lieux qui facilitent cette démarche-là. Maintenant, il y a des lieux gratuits et puis il y a des lieux où il va falloir payer en fait. Donc notamment, je vais parler des lieux payants, ce seront les cabinets libéraux en fait. Donc Mhm. jusqu'à maintenant, notre système de santé n'a pas encore pris en compte les remboursements. Certaines mutuelles, oui, euh, remboursent jusqu'à un certain nombre de séances. Donc, vous pouvez vous rapprocher un peu de votre mutuelle, peut-être si vous en avez une, pour voir si c'est possible. Donc, pour pouvoir trouver un libéral, pour ceux qui ont accès à Internet, vous pouvez taper psychologue Martinique et normalement, vous trouverez un certain annuaire de psychologues qui sont inscrits et prendre la tâche de l'un d'entre eux. Il y a une certaine description, donc ça peut vous inspirer ou non, parce que ça aussi, ça fait partie de la relation thérapeutique. Mm. Il faut que la personne que vous rencontrerez vous mette à l'aise, que vous vous sentiez à l'aise avec cette personne-là. Ça, c'est la base. Peu importe le psychologue, si vous n'êtes pas à l'aise avec lui, il vaut mieux changer. Donc, pour retourner à ce que je disais, les libéraux, on peut regarder sur Internet, voir ce qui est proposé, qui sont les professionnels dans notre secteur ou pas. Dans le secteur gratuit, il y a les centres médicaux psychologiques, les CMP. Donc, ils sont par secteur hein, sur la Martinique. Il y a les CMPP pour les enfants et aussi les CMP pour les adultes. Donc, là encore, vous pouvez regarder sur Internet, sur les annuaires. Ils sont référencés. Le seul hic, si je peux dire ça entre guillemets, c'est que parfois, il y a une file d'attente qui est importante. Parce que, étant donné que c'est plus accessible, vu que c'est gratuit, donc il y a plus de demandes et l'attente peut être plus longue. Ensuite, il y a bien sûr les PMI pour, par contre, le public de 0 à 6 ans. Donc, les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents, où il y aura une psychologue qui pourra accueillir et accompagner. Donc, en gros, ce sont ces grandes institutions-là auxquelles je pense. Et il y a aussi des lignes d'écoute. Je n'ai pas les numéros, mais je sais qu'il y a SOS Crise qui propose des lignes d'écoute, pardon. Il y a d'autres lignes d'écoute, mais j'avoue que là, tout de suite, je ne les ai pas en tête, mais qui peuvent accompagner les personnes en situation de deuil. Peut-être qu'on n'a pas envie d'aller voir un professionnel, mais on a juste besoin de quelqu'un qui va nous écouter quelques minutes. Je mettrai en lien quelques numéros. Alors, toutes les informations que tu as données, ces précieuses informations-là, elles sont valables dans chaque département, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent Oui, dans différents secteurs, enfin, pas simplement Martinique. oui, Mais c'est vrai que oui, les CMP, on les trouve en métropole, on les trouve à différents endroits. Donc, il c'est suffit de les ça. taper en ligne et de rechercher l'organisme qui correspond un petit peu à son secteur. Mhm. Voilà.
Ben, très bien, je te remercie pour vraiment ces précieuses informations. Mais tu ne nous as pas donné que des informations, tu nous as donné aussi une méthode, on va dire. Pour récapituler, moi, ce que j'aimerais, les éléments qui m'ont vraiment marqué, c'est la notion du temps, de se laisser du temps, de ne pas vouloir s'enfermer, se mettre des barrières ou des visières, que l'on soit dans la situation ou que l'on soit un accompagnant, Mm. voilà, de vraiment prendre en compte cette notion-là. Euh, de penser l'accompagnement des personnes endeuillées justement encore sur la durée. Ce que j'ai aimé, c'est quand tu as parlé de la présence, cette présence rassurante que l'on est censé incarner auprès de ceux qu'on aime. Le silence, parce qu'on est toujours pressé, trop pressé de parler. Le silence et l'écoute dans un premier temps pour pouvoir Mm. mieux s'adapter, mieux accompagner. Et puis aussi le fait que tu aies vraiment dédramatisé toutes les émotions par lesquelles passe une personne endeuillée. De savoir que c'est normal parce que en plus de ressentir ces émotions, on peut avoir la peur de penser qu'il y a un problème, justement. Mm. Et ça peut bloquer, en fait, facilement une personne. Mais le fait de Mm. pouvoir entendre quelqu'un dire que c'est normal, voilà, de dédramatiser les choses, je pense que ça aide énormément. Alors, je te remercie pour cette précieuse réflexion que tu nous as accordée. Je pense, chers amis, que vous aussi, vous avez pu en retirer beaucoup de bénéfices. Et si jamais vous passez par ces moments douloureux ou qu'un proche passe par ces moments douloureux, que cela vous aura donné quelques pistes, en tout cas, pour pouvoir vous adapter, pour apprendre à vivre, à vous transformer, à transformer votre vie. Sur ce, je vous invite à nouveau à vous abonner si ça n'est encore fait. Pensez à liker, à commenter, à partager cette vidéo massivement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Heureux et épanoui en famille. Au revoir, Leïla. À bientôt. Bye À bye. bientôt. Bye bye.